Bonsoir à toutes et à tous, il est 22 h, bienvenue à vous dans cette édition, voici les titres. Bon. L'engagement du citoyen pour une Djibouti prioritaire, tel est donc le thème de cette troisième édition des rencontres citoyennes organisées par le parti RPP. Et en France, 4 policiers ont été tués au couteau à la préfecture de police de Paris. Bonsoir à tous. C'était la troisième édition de Rencontres citoyennes. Elle s'est ouverte ce matin au Palais du Peuple. Cette rencontre a débuté dans une ambiance festive et fraternelle, des chants divers suivis de l'hymne national. Cette rencontre a, comme à l'accoutumée, rassemblé l'ensemble des membres du gouvernement, les cadres du parti, à quelques échelons, que ce soit donc les adhérents et sympathisants du RPP, ainsi qu'un nombre important de citoyens issus de la société civile djiboutienne. Cette journée était dédiée aux militants pour insuffler un idéal et un état d'esprit s'incarnant dans un engagement utile et responsable au service de l'intérêt général, avec pour thème donc Djibouti avant tout. Cet idéal a clairement traduit un impératif dans le but d'investir un meilleur avenir. Cet événement a été nourri par des débats et des questions-réponses relatifs aux affaires sociales, au militantisme, des thèmes de fond sur les sujets les plus en vue dans notre société. Des réflexions donc autour de l'engagement citoyen, l'intérêt collectif et le bien commun, mais surtout moyen de réflexion politique face aux défis que connaît le monde en constante évolution. Fondé le 4 mars à Dikil, donc dans le sud du pays, le RPP est né de la fusion de plusieurs formations politiques dont les dirigeants ont su aplanir leurs divergences pour œuvrer ensemble à l'unité nationale. Et dans son intervention, le vice-président du parti, Abdelkader Kamel Mohamed, a indiqué que les rencontres citoyennes de proximité font la singularité de la gouvernance du parti et permettent incontestablement au parti de s'ouvrir au grand public et aux militants pour instaurer un dialogue franc et constructif avec tous. Nous l'écoutons. Ainsi, dans le cadre de ces rencontres de proximité et troisième du genre, les cadres et dirigeants de notre parti ont sillonné nombre de villes, villages et localités du nord au sud sur une thématique centrale, principale et fondamentale, Djibouti avant tout. N'est-il pas un substantiel mot d'ordre mobilisateur, fédérateur de la conscience nationale? Nos débats et discussions ces jours prochains, c'est-à-dire aujourd'hui et demain, s'articuleront essentiellement autour des notions fortes que sont la paix et le progrès, l'unité et le civisme ou encore l'égalité et la justice sociale. Valeurs fondamentales susceptibles de maintenir la nation sur les voies de concertation renforcées, permettant des échanges de points de vue réguliers, fructueux, entre la base et les sommets de la communauté nationale, car il convient toujours d'adapter, améliorer, perfectionner la manière dont fonctionnent les instances politiques nationales. Et c'est précisément le défi majeur que le RPP se propose de relever grâce à la sagesse, à la fois d'un leadership pertinent et clairvoyant. Aussi, permettez-moi, mesdames et messieurs, de rendre ici
un hommage appuyé au président de la République et président du parti, M. Ismaël Omar Guelleh. Et quant au secrétaire général du parti, Ilyas Moussa Daoualé, il a déclaré que quelles que soient nos divergences, quelles que soient nos opinions personnelles, quelle que soit notre situation du moment, ce qui doit primer surtout et avant tout, c'est l'intérêt national. Organisant ces rencontres citoyennes qui en sont déjà à leur 3e édition. Le Rassemblement populaire pour le progrès entend aller de l'avant en apportant une meilleure contribution au projet de société de notre président du parti, chef de l'État, président de la République de Djibouti, Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh. Dont la détermination de bâtir une société plus juste et plus solidaire a été toujours une constante. Conformément à la ligne de conduite qui est la sienne, notre mouvement est plus que jamais décidé à continuer d'œuvrer, comme il l'a toujours fait en faveur du développement national, non seulement par l'action, mais aussi par la réflexion et surtout par la concertation. Ainsi, les rencontres de proximité que nous avons introduites cette année constituent un outil innovant et efficace en ce sens où elles sont propices à un plus grand rapprochement entre les partis et notre population, mais aussi avec notre base. Il convient de souligner que la référence à notre devise « Unité, égalité, paix » inspire les thématiques retenues pour la 3e édition de ces rencontres. À cet égard, il ne serait pas inopportun de rappeler que notre formation politique, qui a soufflé ses 40 bougies il y a seulement quelques mois encore, vient de loin. Le Rassemblement populaire pour le progrès, malgré l'adversité et les écueils, a su maintenir le cap, il a su rassembler, il a su unir et il a su guider vers un développement plus que durable. Mesdames et messieurs, dans une corne de l'Afrique en proie à une instabilité récurrente, durement affectée par des conflits et des déchirements souvent fracticides, notre formation politique a fait de l'unité nationale la matrice et la finalité de son combat pour une République de Djibouti unie, indivisible, en paix avec elle-même, mais également avec les voisins. Après les discours officiels, place aux discussions des panélistes avec pour thème la paix et le progrès. Et parmi les panélistes figurait le vice-président Abdelkader Kamil, le secrétaire général Ilyas Moussa Daoualé, le secrétaire adjoint Mohamed Ali Youssouf, le président du parti PND Abdelrahman Mohamed et Siman Yassine Abdullahi, élu de la région de Dikil. Cette thématique a permis un débat constructif et un échange fructueux. Les panélistes sont arrivés à la conclusion que sans la paix, nul progrès n'était possible. Ainsi, la paix et le progrès sont deux notions qui vont de pair. La paix et le progrès d'une nation renforcent le vivre ensemble. Ces réflexions autour de ces thématiques traduisent l'engagement citoyen pour l'intérêt collectif et le bien commun. Une conférence sur la commémoration du 80e anniversaire de la Seconde Guerre mondiale s'est tenue à l'Institut diplomatique de Djibouti hier, une conférence co-présidée par le chef de la diplomatie djiboutienne et l'ambassadeur de la Russie à Djibouti. Et avant de revenir sur cette conférence, le 80e anniversaire de la Seconde Guerre mondiale, à propos de communication justement concernant le débat de ce matin, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamed, a indiqué dans une interview qu'il nous a accordée à l'occasion d'une visite à la RTD pour une émission cet après-midi, que la réforme de la communication doit mettre en symbiose les dirigeants et le public. Autrement dit, que le public connaisse et comprenne l'ensemble des actions des gouvernants. Écoutons le président Hamed. Je tiens donc à remercier la direction de la RTD et les journalistes qui m'ont accueilli à bras ouverts ici ce soir à la RTD pour l'émission de Dal Furta.
Je suis là ce soir pour vulgariser donc les activités des honorables parlementaires, parce que les activités, les travaux que nous faisons entre le Katmir, les gens ne sont pas au courant, ils n'ont pas les informations détaillées. Donc aujourd'hui, la RTD est un relais. C'est très pédagogique ce que la RTD est en train de mettre en place. Et le fait de vulgariser, d'informer la population à chaud, c'est ça qui nous manque. Donc il faudra qu'on arrive à refaire des émissions similaires pour qu'on puisse vulgariser l'ensemble de projets de loi qui passent, que nous votons au Parlement. Et il n'y a pas mieux que la RTD pour vulgariser toutes les activités que les honorables parlementaires donc effectuent au sein du Parlement. Les parlementaires aussi, ils vont se rendre sur le terrain accompagnés des éléments de la RTD, vont intervenir dans un endroit donné. Donc l'ensemble de la population ne sera pas au courant. Donc le fait de venir à la RTD et de transmettre des messages en direct à la radio et à la télé simultanément, ça c'est des activités qu'il faudra promouvoir. Et je sais que ce genre d'activités nécessitent des moyens. Et nous sommes dans la période de session budgétaire et nous mettrons le paquet pour que l'enveloppe de la RTD soit revue à la hausse. Et moi-même interviendrai auprès du ministre du Budget, auprès des honorables parlementaires, donc pour qu'on puisse faire quelque chose, parce que les parlementaires, leur rôle, c'est de corriger. C'est de corriger, donc le projet de loi que le gouvernement nous présente à l'Assemblée, c'est d'améliorer. On est complémentaires aussi, il ne faut pas oublier. Même si on corrige, c'est pour améliorer. Et à travers les améliorations de loi, nous améliorons les conditions de vie de la population. Et c'est les activités principales donc, des parlementaires, de travailler sur la question d'intérêt général. Et quand on met en place et qu'on travaille sur l'intérêt général, nos propres intérêts se trouvent à l'intérieur. Et je tiens à remercier donc l'ensemble des personnels de la RTD, avec le directeur à leur tête qui est présent ici avec nous. Et je vous remercie infiniment. Et j'espère que ces émissions, donc, il y aura aussi des retours de la population. Donc on attend les retours. S'il n'y a pas de retour, on ne sait pas si on a bien fait ou pas. Donc la RTD est bien placée pour relayer tout ce que nous faisons donc, au sein de l'hémicycle. Et je vous le disais il y a quelques instants, une conférence sur la commémoration du 80e anniversaire de la Seconde Guerre mondiale s'est tenue donc à l'Institut diplomatique de Djibouti hier. Une conférence co-présidée par le chef de la diplomatie djiboutienne, Mohamed Ali Youssouf, et l'ambassadeur de la Russie à Djibouti, Mikhail Golovanov. Cet événement a rassemblé un public hétéroclite passant par les intellectuels du pays aux férus de l'histoire. Cette conférence a été consacrée à la commémoration du 80e anniversaire du début de la Seconde Guerre mondiale. L'objectif, interpeller l'humanité sur les dangers de la dite guerre et convier les peuples du monde entier à la solidarité et au patriotisme pour éviter à tout prix un nouveau conflit de ce genre. Et enfin, une série de questions-réponses en est suivie, notamment sur le devoir de mémoire de la Seconde Guerre mondiale qui peut parvenir à éviter à tout prix au monde un nouveau conflit de ce genre à une période où presque tous les pays du monde ont augmenté leur puissance militaire et défendre la cohésion des pays du monde entier, le développement harmonieux des relations entre les différentes nationalités et confessions, la tolérance et le respect réciproque, le maintien de la diversité culturelle, un dialogue ouvert et constructif des civilisations sont donc les conditions sine qua non de la victoire sur les forces de la haine, du séparatisme et de l'extrémisme violent. Et à présent, je vous propose de suivre un extrait de l'intervention de l'ambassadeur de Russie à Djibouti, M. Mikhail Golovanov. Cette tragédie a causé des dommages irréparables au peuple de 61 pays de l'Europe, de l'Asie, de l'Afrique, de l'Australie et de l'Amérique du Nord. L'invasion de la Pologne par l'Allemagne nazie était le résultat de la politique d'apaisement. Les accords de Munich, conclus en 1938, ont permis aux hitlériens d'envahir les Sudètes de la République tchécoslovaque en détruisant le pays indépendant. En 1939, le couloir de Danzig polonais est devenu un objectif désiré des nazis. La Pologne, à l'époque, est devenue un nouvel objet de la provocation allemande. L'accident de Gleiwitz de 31 août 1939 a été utilisé par Adolf Hitler, c'est le leader allemand nazi, le dictateur de l'Allemagne nazie, pour justifier l'agression contre la Pologne. Les nazis allemands ont pour objectif de conquérir violemment les pays européens et de gagner la domination du monde. Après la capture de la Pologne par les troupes nazies, ce sont le Danemark, la Norvège, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, la France, la Grèce, la Yougoslavie et enfin l'Union soviétique
qui sont devenus les victimes de l'agression des troupes nazies. Et cette conférence était composée d'un vernissage retraçant les horreurs de la guerre et accompagnée d'un court documentaire qui portait sur l'invasion de la Pologne, première victime de la Seconde Guerre mondiale, et du déluge de feu qui rasa bien sûr par la suite tout le pays. Écoutons pour plus de précision le chef de la diplomatie djiboutienne, Mohamed Ali Issouf. L'impérialisme nazi, grâce à la combativité de son armée qui a été l'un des acteurs majeurs à l'origine de la défaite infligée à la puissante machine hitlérienne. À travers ses efforts pour combattre les armées du régime nazi, l'URSS a payé le prix lourd et le plus lourd tribut de 1941 à 1944, afin de libérer une partie de son territoire qui était occupé par les forces nazies à l'époque. La spectaculaire résilience de l'armée soviétique qui, par une réorganisation stratégique, a réussi à repousser les forces nazies qui étaient stationnées à la porte de Moscou pour ensuite défaire progressivement la machine de guerre allemande. Pour illustrer les efforts de la Russie, je vais citer le discours du Premier ministre britannique de l'époque, Winston Churchill, à la Chambre des communes en août 1944, qui, je cite, disait que c'est l'armée russe qui a fait le principal travail pour arracher les entrailles de l'armée allemande. Santé à présent. Dans le cadre de sa tournée régionale, le ministre de la Santé, Mohamed Ouarsama Diri, a effectué un déplacement en compagnie du secrétaire d'État à la décentralisation, Hamadou Mohamed Al-Ramis, dans la région de Dikil. Accompagné de l'importante délégation de parlementaires, et les deux ministres donc, ont été accueillis sur le lieu par les autorités de la région de Dikil et le ministre, donc le préfet, qui par ailleurs a été félicité par le ministre de la Santé pour sa récente nomination à ce poste. Tout au long de la visite, la délégation ministérielle a pu suivre les explications du médecin-chef du CMH de Dikil, Dr Mohamed Ali Roufa, qui a présenté les différents services que compose donc le CMH de Dikil, comme le bloc opératoire, la pharmacie, le laboratoire, la maternité et les services des urgences. Le ministre de la Santé s'est donc enquis de l'état des lieux exhaustifs du CMH de la région auxerroise, qui couvre la plus importante région du pays de par sa superficie et sa démographie. Les deux ministres ont par ailleurs exprimé leur soutien et leur encouragement à l'ensemble des personnels soignants en les exhortant à poursuivre leurs efforts afin de satisfaire les doléances et les besoins de la population en matière de santé. Puis, en marge de cette tournée, le ministre de la Santé et son collègue à la décentralisation, Hamadou Mohamed Al-Ramis, ont rencontré les sages et les notables de la région pour discuter des questions de santé qui le préoccupent, mais aussi et surtout pour écouter leurs doléances. À noter la présence du préfet, du président du conseil régional, des parlementaires qui ont assisté à cette concertation entre les membres du gouvernement et les représentants de la population de Dikil. Les sages et les Oukal ont pris la parole à tour de rôle pour exposer aux membres du gouvernement leur point de vue et leurs doléances sur des sujets divers en rapport avec la promotion de la santé. Attentifs à toutes les requêtes formulées, les deux membres du gouvernement ont informé leurs interlocuteurs sur les grandes lignes ainsi que sur les perspectives à court terme de la politique sanitaire de leur région. Et dans la foulée, donc, le ministre de la Santé et son collègue à la décentralisation se sont rendus dans la sous-préfecture de As'ila pour visiter le poste de santé de cette localité. Accompagné du préfet, du président du conseil régional et des parlementaires de la région, la délégation ministérielle a effectué une visite guidée du poste de santé en présence du médecin-chef Dr Mohamed Ali, rappelant que cette visite s'inscrit dans l'agenda des tournées de prise de contact dans les régions que le ministre de la Santé a initié au lendemain de sa nomination. Ainsi, le ministre de la Santé a donc pu constater l'état des lieux pour en mesurer la qualité des prestations et des paquets minimums d'activités qui y sont dispensés au sein de cette structure sanitaire de niveau 1. Et par la suite, le ministre de la Santé et son collègue à la décentralisation ont rencontré les notables de cette localité pour recueillir leurs doléances ainsi que leurs préoccupations majeures en lien avec la santé. Les deux ministres ont pris bonne note de doléances exprimées au cours de cette concertation en répondant explicitement à toutes les questions et interrogations émises par les sages du village de As'ila, la réhabilitation du poste de santé, l'augmentation des dotations en médicaments ainsi que le rehaussement de la qualité des prestations ont été au centre de la discussion entre les membres du gouvernement et la population de la sous-préfecture de As'ila.
L'ambassade des États-Unis d'Amérique à Djibouti a offert donc mercredi soir une réception en l'honneur de la délégation de haut niveau de la Chambre des représentants des États-Unis conduite par le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis à Djibouti, Alexander Hamilton. Ce fut une soirée riche en couleurs et une occasion unique d'accueillir les congressistes qui défendent les intérêts et les préoccupations sur l'Afrique au sein du Congrès américain. La réception a vu la présence des invités ainsi que des membres de diverses organisations et agences à Djibouti, du personnel de l'ambassade et des représentants du secteur privé. Composée de l'honorable Ilhan Omar, Karen Bass et Sheila Jackson Lee, la délégation a reçu un accueil des plus chaleureux. Le moment marquant de cette réception a été la tenue d'un débat fructueux entre les parlementaires et les invités. Ces derniers ont remercié les sénatrices pour leur engagement en faveur de la paix dans la région et de la consolidation des relations qui existent déjà entre Djibouti et les États-Unis d'Amérique. Les représentantes au Congrès ont à leur tour partagé leurs tâches acharnées au Congrès en mettant l'accent sur la résolution de nombreux enjeux auxquels sont confrontés les citoyens. Karen Bass est une politicienne américaine qui représente le 37e district du Congrès de la Californie depuis 2013, siège et dirige la sous-commission des affaires étrangères de l'Afrique. Cela fait très longtemps qu'elle voulait se rendre à Djibouti pour se renseigner sur les activités de l'armée américaine à Djibouti, car ils étaient très intéressés. De plus, l'une des choses les plus passionnantes pour nous, a-t-elle dit, était de visiter l'ambassade et de faire un tour de la base. Et quant à la représentante au Congrès, Sheila Jackson Lee, une voix influente et vigoureuse à Washington, considérée par beaucoup comme la voix de la raison, elle se consacre au respect des droits constitutionnels de tous les peuples. Dans son intervention, elle a partagé qu'elle en est donc à sa 24e année au Congrès des États-Unis et qu'elle était très enthousiaste de se rendre à Djibouti. Ilhan Omar, donc, originaire de la Somalie voisine, est l'illustration parfaite que le succès et la réussite d'une personne sont tributaires du degré de persévérance dont elle fait preuve. Et par la suite, donc après avoir terminé avec l'ambassade, direction le Djibouti Palace Kempinski, où la présidente des femmes d'affaires à Djibouti, Hibo Bacha Hassan, a organisé une réception pour la députée américaine d'origine somalienne, Ilhan Omar. Cette réception haute en couleur a rassemblé dans l'immédiat toutes les femmes d'affaires de Djibouti. Cette soirée animée donc avait pour objectif de créer un espace de discussion entre les femmes d'affaires qui ont réussi dans leur domaine respectif avec la députée américaine, en d'autres termes les femmes djiboutiennes qui ont réussi dans le secteur privé et qui continuent d'ouvrir la voie pour la future génération. Elle a donc partagé un échange et expérience riche s'est tenue par la suite et la députée s'est également exprimée. Elle s'est dit honorée pour cette invitation. Dans son allocution, elle a mis en exergue son parcours et ne doit jamais entraver sur l'ambition d'aller de l'avant et de mieux réussir la vie. Donc, sport pour clore l'actualité nationale. L'équipe nationale de football a quitté le centre technique national hier après-midi à bord donc du bus moderne de transport de la gendarmerie nationale pour se rendre au camp Cheikh Moussa du PK23 où ils vont passer une semaine pour un stage bloqué dans les infrastructures de l'école internationale de police judiciaire de la gendarmerie nationale, et ce en perspective du match contre la Gambie prévu le 9 octobre prochain dans le cadre des qualifications donc de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce stage bloqué intervient une semaine après le match contre la Gambie, une rencontre qui s'inscrit dans le cadre des qualifications de la CAN. Et c'est la seconde fois que l'équipe nationale va effectuer une mise au vert dans ces lieux où ils jouissent de tous les moyens nécessaires et du confort idéal grâce au colonel Zakaria Hassan Aden, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, qui a voulu apporter sa contribution à l'épanouissement physique et moral des requins de Djibouti. Le chef d'état-major de la gendarmerie nationale a promis que son institution apportera son soutien permanent à l'équipe nationale et aux efforts de la FDF. Lors de cette réception, le directeur de l'école internationale de police judiciaire, commandant Hussein Mohamed Rayad, et le secrétaire général de la FDF ont félicité l'équipe nationale de Djibouti après avoir pris le ticket pour la phase de poule de la qualification de la Coupe du Monde 2022 qui se déroulera au Qatar. Mercredi 9 octobre à 19h au Stade Goulet, nous demandons et nous lançons un appel à la population de remplir le stade et d'être à côté de l'équipe nationale. Nous lançons un appel de félicitations concernant le colonel Zakaria Hassan Aden, qui a été le premier personne
qui a donné son sang-froid et son patriotisme à l'équipe nationale de Djibouti pour faire un stage bloqué au BK23. Donc nous félicitons le colonel Sécrier et nous remercions l'état-major de la gendarmerie nationale, le corps de la gendarmerie nationale pour le bien-être et les solidarités qu'ils ont fait pour l'équipe nationale. Merci. Et de là, nous passons aux nouvelles internationales. Nous vous le disions donc dans les titres de cette édition. 4 policiers ont été tués au couteau au sein de la préfecture de police de Paris. Un homme muni d'une arme blanche, un couteau de cuisine pour être précis, a attaqué plusieurs fonctionnaires qui se trouvaient à l'intérieur de la préfecture de police de Paris hier et a réussi à tuer 3 policiers et une femme agent administratif, qui a informé donc le procureur de la République de Paris, Rémi Hetzt. Une 5e victime, un policier, a été transporté en urgence absolue à l'hôpital d'instruction des armées Percy de Clamart. L'agresseur, qui était un employé de l'administration, a été touché par balle à la tête par un autre membre des forces de l'ordre. Il est mort sur le coup. L'homme armé, originaire de Martinique, âgé de 45 ans, travaillait au service informatique de la direction du renseignement depuis une quinzaine d'années. Ces 3 premières victimes ont été tuées dans les locaux de ce service, la 4e dans un escalier. Les motifs de l'attaque ne sont pas encore établis, mais la piste d'un conflit personnel serait possible, ont estimé des enquêteurs. En tout cas, le parquet antiterroriste n'a pas encore été saisi d'après des sources judiciaires. C'est ainsi que prend fin cette édition. Nous vous souhaitons de passer un excellent week-end sur Télé Djibouti.